Bienvenue dans Build to Grind, le podcast qui met en lumière les entrepreneurs qui osent. Aujourd'hui, on reçoit Johan Leroc, entrepreneur qui a transformé 14 ans d'expérience en freelance en un business scalable autour de l'accompagnement et du mentorat. En plus, il vient de Bon. s'expatrier à Maurice, donc il a des choses à nous dire. Salut Johan. Yes, salut. Je te remercie tout d'abord de m'avoir invité sur la chaîne. Ça fait plaisir. On va pouvoir parler freelancing, business. Donc j'ai hâte. Ouais, Merci carrément. beaucoup. Bah écoute, super. Est-ce que tu peux te présenter peut-être en 3 mots, 3 phrases, un peu plus que ce que j'ai dit, même si... En 3 mots, ça va être compliqué parce que rien que déjà de dire que je m'appelle Johan, c'est fini. Euh, du coup, moi c'est Johan. Donc j'ai une chaîne YouTube, Johan Code. J'ai un profil LinkedIn qui conserve pas mal de followers, où on parle en fait de tech, de comment trouver des missions, du business. Et moi, je suis développeur en fait depuis 13-14 ans maintenant, et ça fait 10 ans, 11 ans maintenant. Je dis 10 ans parce que j'ai l'habitude, mais 11 ans que je suis freelance quasi, 10 ans en full remote, quasiment. Donc, je fais quasiment que du freelance en full remote. Et donc là, ma passion, c'est quoi? C'est d'expliquer aux gens comment se trouver des opportunités, mais en même temps aussi toujours développer, parce que j'adore toujours ça, automatiser, faire des process et décorréler mon temps de mes revenus. J'aime beaucoup ton profil et tu l'as dit, tu commences à bien péter sur LinkedIn, sur YouTube, donc c'est hyper cool de te recevoir ici. Euh, C'est gentil. Tu veux, on rentre direct dans le vif du sujet un peu. Est-ce que tu as des moments clés un peu sur ces 14 ans de freelancing? Est-ce que tu as quelque chose de croustillant à nous raconter, des trucs cool? Sur Pas cool. le freelancing, quand tu parles de moments clés, c'est quoi par rapport à genre, est-ce qu'il y a des choses qui m'ont marqué en particulier sur Ouais, des les choses, débuts? ça, c'est des turns dans ta vie, des trucs un peu Ok. intéressants. Bon, déjà les premières missions, bon, même si je vendais mes fesses à 200 euros le jour, en faisant en plus que je facturais pas toutes les heures. Au tout début, je faisais quand même plus que quand j'étais en CDI, donc j'ai quitté mon CDI direct après ça, tu vois. Quand tu te rends compte que juste en travaillant les soirs et les week-ends, en facturant à l'heure, en plus vraiment pas du tout optimisé, je faisais plus. Là, je me suis dit, il y a un bug dans la matrice si je fais ça toute la journée. Mais j'avais toujours mes barrières limitantes à cette époque-là encore de est-ce que je vais trouver des clients, etc. Et en fait, ça s'est toujours bien fait. Il faut travailler son network. Effectivement, il y a des phases, il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres. Mais à cette époque-là, c'était pas non plus hyper easy. C'était vraiment le début. Et quand même, après, ça s'est simplifié. Mais il y a toujours des techniques et du réseautage à faire. De toute façon, tu le sais bien, tu fais comme moi, tu apprends aux gens à le faire. Mais ça, c'était déjà le premier truc, premier tournant, c'est de me dire, putain, les premières missions, elles me rapportent plus que mon CDI actuel, alors que moi, j'ai fait x2, 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 tu vois, genre, je suis parti, Mhm. je faisais du maraîchage, après, j'ai fait du McDo, donc 600 euros au mois, et après, alternance, 900 euros au mois la première année, 1000 euros la deuxième année, 1100 la troisième année. Après, tu passes en CDI, tu fais 2004, 2005 net avec en plus matos, tout ça. Et après, tu fais freelance et tu refais x2. Donc forcément, il y a un moment donné, tu te dis quand est-ce que ça s'arrête le x2, tu vois. Ouais, c'est Et clair. ça a fait C'est x2 clair. encore pendant pas mal de temps. On en reparlera. Ouais, trop cool. Et du coup, tu as opéré un peu une transition vers le coaching. Tu as quitté un peu le monde du dev tout en le gardant sur le perso. On quitte jamais le monde du dev, ouais, ça reste dans nos veines quoi qu'il arrive, mais tu es allé vers vraiment du coaching. Un peu pourquoi et qu'est-ce qui t'a amené vers ce chemin-là qu'on aime beaucoup. Ok, très intéressant. Moi, à la base, je voulais juste apprendre aux gens à faire de la tech et ma spécialité, qui est le front-end. En fait, je suis full stack, mais je fais aussi un peu de cloud, infra as code. Mais je suis vraiment spécialisé front et intégration. C'est vraiment la brique qui m'intéresse le plus. Vraiment avoir une maquette et la faire vivre. Et donc, du coup, je faisais ça. Et j'avais commencé une société qui s'appelait Coding Crew, où j'enseignais React. Et j'avais fait ma première chaîne YouTube d'ailleurs dessus. J'avais parlé de pas mal de tips, je donnais des infos, etc. sur LinkedIn. Et les gens, en fait, venaient pour apprendre à être meilleurs en tech. Mais il y avait toujours une question qui revenait à chaque fois. Comment on fait pour trouver des clients? Tu vois. Je leur disais, C'est ça, c'est vraiment un le, autre, le cœur du métier, quoi, les gars. ouais, c'est un peu c'est un peu un autre sujet, quoi. Et les gens étaient là, oui, moi, je pensais qu'il fallait être juste bon, en fait, et que les gens viendraient automatiquement vers nous. Je leur ai dit, en fait, non. Tu vois, moi, je pensais que c'était obvious, tu vois. Mais apparemment, non. En fait, à force d'avoir ce genre de demande, il y a un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être creuser ça, parce que c'est vrai que c'est toujours quelque chose que j'ai réussi à faire. Il y a toujours à apprendre. Genre, ça fait 8 mois que je ponce le sujet maintenant sur l'accompagnement pur.
aider à trouver des clients, faire de la lead generation. Et en fait, j'en apprends encore tous les jours alors que je fais que ça et que je m'entoure que de mecs qui sont bons dans ce sujet-là. Donc je me dis, ouais, bah pourquoi pas, en tant que dev, en connaissant bien le marché du dev, en ayant déjà des bons acquis et des bons process à moi qui ont fonctionné pour moi, bah, apprendre plus et amener plus pour d'autres personnes qui viendraient me voir et me payer pour ça. Donc c'est comme ça que c'est venu. Ouais, non, c'est sûr que c'est une bonne manière de transitionner vers ça parce que tu vois bien que tu donnes de la technique aux gens. Les mecs, malgré leur technique de fou, tu vois qu'ils galèrent et qu'ils n'arrivent pas à sortir de la misère. De la misère, entre guillemets, hein, venez pas nous jeter des pierres. Mais, et voilà, tu vois qu'il y a un énorme fossé entre le niveau technique du gars et sa capacité à trouver des clients. Donc c'est clairement une bonne transition et c'est un peu ce qui m'a amené moi aussi à transitionner Bah vers oui. le coaching. C'est j'ai aidé des devs dans des groupes Discord, dans le Web3, les trucs comme ça. Et je voyais que les mecs, c'était des missiles atomiques techniques. Sauf qu'en marketing, c'est des billes bien bien rondes. Et donc je leur ai filé un peu de conseils, ça a commencé à marcher. Je me suis dit, ok, il y a quelque chose à C'est, faire en fait, tout simplement. c'est hallucinant le nombre de bombes atomiques, genre techniques, genre des cerveaux bien faits que t'aimerais bien avoir dans ta boîte, tu vois, qui sont en incapacité totale de créer des relations sociales aussi, d'aller trouver des. En fait, c'est des mecs qui ont le cerveau tellement bien fait, tu te demandes comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris comment aller chercher des leads sur LinkedIn, quoi, genre une base de données ouverte, scraper, faire du Ça semble network. pourtant clair pour tout le monde. Bah, pas pour tout le monde en fait. Tu te rends compte que la majorité des gens, ils ont siloté leurs compétences. C'est un peu le problème, c'est les limitations. En fait, je dis pas que ces gens-là seraient incapables de le faire. S'ils s'y intéressaient et s'ils avaient les bons process et s'ils tryhardaient ces sujets-là, ils seraient très bons sur la durée. Mais la plupart des gens se mettent des limitations et par rapport à leurs propres croyances. Je suis développeur, donc je suis que bon en dev et le reste, je le laisse à quelqu'un d'autre. C'est comme je m'associe avec un mec qui fait du marketing parce que moi je suis dev. C'est complètement une connerie, je le ferai plus jamais. Tu Bien sûr, bien sûr. Il faut quand même avoir des billes. De toute façon, avant de déléguer quelque chose, il faut avoir des billes dans le sujet, sinon tu vas te faire rouler dans la farine, quoi qu'il arrive. vois. Bah, on en reparlera effectivement. C'est des sujets compliqués. Là. Déléguer, je pense qu'il n'y a pas plus compliqué dans le business. Après le recrutement, enfin C'est même le clair, recrutement. c'est clair. Ouais, on en reparlera un petit peu juste après. Donc, tu as transitionné vers le coaching, maintenant tu es allé vers une autre phase de ta vie qui est l'expatriation. Et du coup, tu es allé Ouais. dans un très très beau pays. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors bah, là, je suis à l'île Maurice, du coup, je suis expatrié sur un coup de tête. En fait, sur un coup de tête qui a pris quand même un peu de temps parce qu'il a fallu que je vende ma maison, que je gère la paperasse, je prépare le départ parce qu'il y a aussi, tu vois, genre pas mal de frais liés au fait que bah, je suis pas tout seul, tu vois, j'ai ma femme et mes enfants, ils ont 7 et 8 ans, donc faut trouver l'école, faut gérer le logement, tu peux pas aussi partir sans santé. Pas mal de paperasse, et surtout quand tu as deux sociétés en France, que tu es en train de tout restructurer et que tu es en train de créer tes boîtes ailleurs, bah ouais, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc ça a mis un peu de temps. Donc le coup de tête, il a duré, il a été instantané. On s'est dit, ok, on lâche tout. Et après le temps entre où on s'est dit, on lâche tout, on arrive à tout vendre, à structurer pour mettre de l'argent de côté, etc. Et partir. Il y a eu, tu vois, genre plusieurs mois, quoi. Le coup de tête, il était en juin 2024. Et là, je suis à Maurice depuis le 12 février. Donc ça a traîné. Mais je suis content. En plus, on est venu il y a 2 semaines et là, il y a eu un joli cyclone. Bon, il a décidé de partir plus sur la Réunion que sur Maurice. Donc il y a eu un petit peu de vent, donc, mais rien de très méchant. Mais en tout cas, c'est un magnifique pays euh, où les gens sont très agréables. Je trouve qu'il fait bon vivre. Franchement, tout ce qu'il faut pour que je puisse me concentrer sur mon business et que ma femme et mes enfants, ils apprécient, tu vois, genre la vie ici. C'est intéressant parce que il y a ce truc de ouais, je vais m'expatrier, j'ai 20 piges, pas d'enfants, pas de femme, je dois juste, je fous un truc dans mon baluchon et ciao. Sauf que toi, t'as dit non, non, level difficulty max, contrainte max, et pourtant, ça se passe bien, quoi. Ouais, bah, en fait, j'ai décidé de vendre ma maison, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je me projette sur place? Non. En plus, je l'avais acheté il y a 4-5 ans, donc pas non plus une grosse plus-value non plus, tu vois. Hmm. Tu vois, genre, fait quasiment 25K de plus-value parce que j'ai remboursé les intérêts avant et tout ça. Donc, en fait, t'as pas non plus enfin, ces 25K, en fait, ils te servent juste à déménager. C'est clair.
Après, il faut quand même un petit peu de sous derrière pour suivre si jamais ton business il marche pas aussi vite. Et sachant que ça, c'est un truc aussi, il faudra que qu'on en parle, mais j'ai sous-estimé la charge mentale et toutes les choses que j'avais à faire pendant les 2-3 derniers mois, où en fait j'ai eu une chute drastique dans mon activité parce qu'en fait je ne travaillais pas en fait. J'étais Bien focus sur sûr. autre chose. T'es Donc concentré du sur coup d'autres quand tu choses. travailles pas et que t'es solo, ça avance pas à moins d'avoir délégué toute la partie acquise, etc. Mais ouais, ça demande des contraintes. Et là, tu dis level max. Donc oui, après, il y a des gens qui ont des niveaux de difficulté encore supérieurs. On va dire que je ne me suis pas mis dans une zone de confort. Et ça, c'est un truc que je me suis interdit de faire. Maintenant que j'ai des objectifs en termes de business, c'est de toujours me dire, OK, il faut pas que je reste dans une zone de confort parce que c'est ça, en fait, qui va m'empêcher d'avancer. Et là, je me suis dit, j'ai Hmm. toujours eu envie de partir. En fait, je me suis toujours trouvé des excuses. Tu vois, genre, j'ai des enfants, système de santé, à l'école, c'est pas le bon moment, peut-être plus tard, à la famille, etc. Et en fait, tu te rends compte qu'après, il y a 10 ans qui se sont écoulés. Toi, tu es en full remote, tu travailles dans le digital et tu gagnes plutôt bien ta vie, donc mieux que la majorité des gens, donc mieux que 95% des gens sur Terre. Et tu arrives toujours à trouver des excuses de pas partir. Tu vois. Donc là, je me suis dit, allez, fuck. Surtout quand tu t'es pris 1 an et demi de pluie à Brest, tu te dis, ouais, ça fait chier. Ouais, ça m'a saoulé. Je comprends, je serais parti aussi, hein, on va pas se mentir. Voilà. Mais après, j'adore la région, tu vois, genre, mais à un moment donné, tu peux pas sortir et profiter, donc c'est chiant, quoi. Franchement pas. Non, mais c'est super cool, j'aime bien. J'aime le storytelling derrière, de dire, en fait, c'est possible, juste, venez, on se sort un peu les doigts et ça va le faire, quoi. Faut être un peu dans un inconfort. Mais après, cet inconfort, il disparaît direct. Et tu vois, truc con, mais bon, là, je rentre un peu dans les sujets un peu perso, intimes. Mais là, avec ma femme, on s'est dit, ok, bah Maurice, c'est cool. Je sais pas combien de temps on va rester ici, mais tu vois, genre, on est bien amis avec Nicolas Dio et sa femme. On fait beaucoup de choses ensemble ici. Et quand ils vont partir en Thaïlande, ça va nous saouler. C'est dur de nouer des relations amicales à distance. Et donc, quand tu t'accroches avec des gens, bah, tu te dis, c'est un peu compliqué de, de les laisser partir comme ça. Et du coup, on s'est dit, bah, moi, mon but, c'était quoi? C'était de faire plusieurs pays et d'essayer, tu vois. Donc, peut-être que l'année prochaine, on Mhm. essaiera la Thaïlande. Peut-être qu'on essaiera, tu vois, genre d'aller un peu au Japon, au Corée du Sud. J'aimerais bien tester toute l'Asie, tu vois, et après un peu la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Ouais, Je sais pas combien de mois ou combien d'années, mais ma femme, elle est complètement ouverte à me suivre partout. trop bien ça. C'est vraiment mon life goal, en fait, c'est de me dire, je peux travailler d'où je veux, travailler de là où les gens veulent partir en vacances. En fait, tu vois, c'est con, hein, mais juste te dire ça, c'est que tu te lèves le matin, ok, même si tu dois aller bosser, tu t'en fous, en fait, tu fais tes 8 heures de tryhard, sachant que là, je me lève plus tôt. Et ensuite, après, je profite le reste de la journée, je vais à la plage avec les enfants, je vais visiter des trucs que j'aurais jamais vus ou j'aurais dû dépenser le reste qui me restait en France après avoir payé toutes mes taxes pour juste profiter 2 semaines, un mois dans l'année. C'est un peu ce shift que je me suis fait et ça m'a enlevé plein de barrières. En fait, le fait de rentrer dans cette première zone d'inconfort, je me dis, bah, si je dois aller en Thaïlande ou dans un autre pays, bon, j'irai pas en Corée du Nord, mais je serais prêt à le faire. Tu vois. Mhm. Ouais, c'est Pour bien. la Et puis Corée du Nord, faut pas déconner. oh, tranquille. On va se calmer, Joanne. Mais ouais, non, c'est bien parce que du coup, tu l'as dit, t'as pété des barrières mentales que t'aurais peut-être mis des années à péter en te mettant un peu dans l'inconfort. Et c'est un peu ce que je dis aux gens que j'accompagne, c'est ça pique, ça fait mal, c'est chiant, mais c'est super positif pour le reste de ta vie. Quand tu De acceptes ouf. ça et que tu acceptes de changer de t'es dans un nuage, tout est confit, tout est machin, tu prends pas de risque, tu parles à personne, ouais, c'est facile. Tu sais coder, tu parles à 5 nouvelles personnes par mois, vas-y, commence à parler à 100 personnes, commence à vraiment faire des trucs qui sont hors de ta zone de confort et tu verras les rebonds que ça aura dans ta vie perso, ça va être dingue, quoi. T'as tout dit. Et effectivement, je vais peut-être dévoiler encore d'autres trucs, mais je t'avoue que quand on est arrivé, c'est ma femme au début qui s'est dit est-ce qu'on n'a pas fait une connerie? Tu vois, genre, Ok. t'arrives, t'es dans l'inconfort parce qu'en fait, tu tapes je sais pas combien d'heures, t'as tous les bagages, t'as les enfants qui tiennent plus trop sur place, t'es fatigué, t'arrives à Hmm. l'aéroport, faut changer ta carte SIM, retirer. T'es pas en Europe, du coup, t'as les frais interbancaires, t'as ta Ouais. banque qui te saoule parce que tu fais alors que tu les as prévenus, tu peux pas retirer le cash que tu veux, ou alors c'est plafonné. Donc une fois que tu as réussi à avoir ta putain de carte SIM,
Sachant qu'en plus j'ai fait une connerie, c'est que j'ai pas pris les billets de retour, j'ai complètement zappé avec tous les papiers que j'avais à faire. Donc j'ai perdu une heure à l'aéroport à essayer de me prendre des billets retour pour revenir en France, pour pouvoir rentrer sur le territoire vu que mon visa il est pas encore validé. Ok. Donc tout un merdier. Donc t'arrives, t'es fatigué, le taxi, t'arrives pas à le trouver au bout de 15 minutes. Il arrive, parce qu'en fait, comme t'as pris plus de temps, le mec était juste allé prendre un café à côté. Ouais. Tu rentres dans le taxi, tu te dis, bah maintenant, je dois aller à la maison, c'est 1 heure et quart de route. Du coup, tu te dis, ok, il faut Les que j'arrive à enfants, les joindre. bagages, la fatigue. Ah ouais, non, mais c'est un enfer. Et là, tu te dis, faut que j'arrive à joindre l'agence immobilière parce que bah, il faut que j'ai les clés quoi quand j'arrive. Tu vois, Oui, on est globalement. claqué. Et en fait, comme j'avais eu du coup du retard un peu avec l'avion et en plus de ça, j'ai pris 1 heure de retard en plus parce que j'avais pas pris les billets retour le temps que je les prenne, que je trouve une connexion internet là-bas sur place. Ça m'a mis 1 heure dans les dents. Désolé à tous, mais là avec le cyclone, j'ai eu une coupure de courant, donc j'ai perdu la connexion, donc je suis passé sur les données mobiles. Ce que je disais, là, je parlais de la partie vraiment purement déléguer les choses. Donc, tout ce que je peux pas faire via l'IA, il faut que je trouve une personne humaine qui puisse me faire ces tâches-là. Donc le but, c'est de trouver la personne qui te coûte le moins cher possible, forcément, pour avoir le plus de marge. Donc essayer d'avoir 70% de marge au maximum, enfin mieux, 60% au pire. Et donc du coup, pour ça, ça nécessite des process. Il faut définir en fait quel est ton business, quelles sont tes valeurs, donner le plus d'input possible pour que la personne elle se projette déjà et qu'elle ait envie de travailler avec toi, mais qu'en plus de ça, elle comprenne exactement quel est le message que tu veux véhiculer, le mood, etc. Donc, ça va quand même au-delà juste de l'aspect opérationnel. Il y a aussi beaucoup d'humains quand tu délègues. Donc il y a tout ça à structurer. Donc je suis en train de faire pas mal de fiches de poste justement et de descriptions pour plusieurs parties de mon business. Et après, il y a la partie sourcing des gens. Donc, ça, c'est la partie qui prend énormément de temps. Et quand tu as ton business, tu peux pas te permettre de passer tout ce temps-là à chercher des candidats et C'est clair. c'est compliqué. Donc du coup, moi, je suis une règle qu'avait utilisée Leila Hormozy, la femme d'Alex Hormozy, disait Ouais. que eux, ce qu'ils voulaient, c'était sourcer à peu près 500 candidats. Et à partir du moment où il y avait 500 candidats, ils commençaient réellement à regarder les profils et à faire passer les tests et ensuite les entretiens. Donc du coup, le process, c'est quoi? C'est trouver une assistante virtuelle, que ce soit sur Fiverr ou sur une autre plateforme de freelancing. Donc ça peut être international ou français, suivant les besoins. Donc l'assistante virtuelle, elle va prendre en fait toutes les données et les datas que tu as fait en amont et tu vas lui dire exactement quel type de profil tu veux et c'est à elle de se débrouiller. Et tu lui dis j'ai besoin de, tu vois, genre 500 candidatures. Une fois qu'il y a les 500 candidatures, tu rentres dans ton tunnel. En fait, c'est à peu près le même tunnel comme pour un tunnel de vente quand tu vends du business. Hmm. Ce tunnel-là, il y a plusieurs étapes. Il y a des questionnaires, il y a des tests. Et ensuite, les derniers en fait, qui ont passé ce cap-là, par exemple sur les 500, tu vas en retenir par exemple que 10. Quand tu en as retenu que 10, là, tu peux te dire, OK, je fais les derniers entretiens. Je fais les entretiens moi-même et là, je regarde si humainement ça fit. Tu sais déjà que techniquement, opérationnellement, les gens sont déjà bons pour ce que tu veux déléguer. Et voilà. Et donc, le but, c'est de faire ça. Et le cheat code, c'est quoi? C'est d'avoir justement une assistante virtuelle. C'est ce que j'essaie de mettre en place. Et t'as un peu un coût d'un process de sourcing comme Ouais, ça, en c'est gros, un peu une savoir. assistante virtuelle de ce que j'ai vu. J'en dirai plus, je ferai peut-être même une vidéo quand j'aurai fini. Mais en gros, ça prend, on va dire, entre 1 et 3 jours pour tout ce process-là et avoir autant de candidatures suivant les tâches que tu délègues. Donc Ok. là, il faut compter au moins 3 jours pour l'assistante virtuelle. Donc ça va te coûter entre 100 et 400 euros suivant où tu trouves l'assistante virtuelle pour ces 3 jours. Du coup, tu me disais, ouais, 300-400 pour la VA, et donc quand même, elle te permet d'avoir un pool de 500 personnes qui sont vraiment, pardon, de 10 candidats qui sont vraiment qualifiés. Ouais, Et, c'est ça. Donc et en donc, fait, toi, c'est un process qui t'a fait gagner du temps, quoi. ouais, bah de ouf. Bah en fait, là, je suis en train de le faire actuellement et ça me fait déjà gagner beaucoup de temps. Mais en vrai, en fait, j'avais jamais pensé à ça, l'assistante virtuelle. C'est game changer sur toutes les tâches qui te servent à rien, en fait. Je comprends pourquoi, en fait, maintenant, le business d'assistant virtuel sur LinkedIn ou même sur d'autres réseaux fonctionne bien. Mais tu as des assistants virtuels en France, des assistants virtuels ailleurs. Moi, aujourd'hui, sur mon business, prendre une assistante virtuelle en France
ça va me bouffer trop de marge pour le moment, donc là, je prends des personnes qui sont offshore. Mais demain, je pourrais avoir une assistante virtuelle en France, une assistante virtuelle qui fait, certaines choses, une autre qui fait, d'autres tâches, mais ailleurs. Ouais. Même, tu vois, genre pour acheter des billets d'avion, réserver un hôtel, pas, contacter, un resto, toutes les Mmh. tâches qui sont en dehors de ton business et que tu as pas envie de perdre de temps et qui a aucune plus-value à ce que ce soit qui les fasse. Parce que quand tu regardes le chiffre que tu es capable de générer au mois et que tu le rapportes à l'heure, tu te dis: «Bah non, ça faut que je Ouais. délègue», tu vois? OK, et donc en fait, chaque fois que tu demandes une tâche, la personne, elle va te facturer un nombre d'heures qui était associé à cette tâche, tu payes la personne et basta, quoi. Ouais, c'est OK, ça. trop cool. Ouais, c'est un truc que j'ai pas encore testé. Là, moi, je suis aussi en train de recruter, mon premier collaborateur, un setter et un closer devrait arriver dans pas trop, trop longtemps, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'obtenir quelqu'un qui soit compétent, quelqu'un qui soit aligné avec la qualité que tu veux mettre dans ton business. On entend bien que la personne n'est pas aussi investie que moi, que nous, que toi. C'est normal. C'est pas son business, c'est pas son bébé. Mais C'est par normal. contre, on attend une qualité qui soit un peu haute et c'est difficile de trouver ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par quelqu'un qui me met en relation avec des setters, justement. Et donc, OK. on discute avec des setters, on avance. Et donc, elle fait un peu tous les crémages, justement, de l'assistante virtuelle. Et ça me coûte 500 € la mise en relation avec quelqu'un de particulier. Et si ça passe les tests et que une fois on teste pendant une semaine, 2 semaines, on valide la candidature et le paiement pour la personne. OK. Bah, ça, c'est bien Voilà. aussi, tu vois? Genre, C'est si un tu as peu le des gens même qui sont principe, ouais. spécialisés dans un domaine, bah, autant leur faire confiance et de les payer Ouais, pour le recrutement parce qu'en fait, c'est tellement compliqué et en fait, je pense que dans un business, il y a rien de pire que de prendre le premier venu. Tu vois, dans ton business, tu es obligé d'avoir, c'est dur d'avoir que des high players, tu vois, dans son business. Mais si tu recrutes, des gens qui sont pas bons dans ton business, c'est même pire que que de passer du temps je pense que c'est vraiment sous-estimé et c'est comme la prospection, il y a des gens qui vont dire: «Oui, faut faire du volume, machin». Bah ouais, mais si tu fais du volume, plus tu contactes de gens, plus tu as de chances de trouver une pépite, en fait, tu vois? Après, c'est à toi de te débrouiller de la garder, la pépite, donc en payant mieux, en ayant un sujet intéressant et des meilleures conditions de travail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu contactes 500 personnes, là où il y a un autre qui contacte 50 personnes, tu ouais, as 10 fois plus de chances d'avoir, quelqu'un de meilleur, tu vois, à la fin. ouais, c'est Mathématiquement, clair, c'est sûr. Donc c'est pour c'est ça qu'une clair. assistante virtuelle, bah, c'est plus value de payer quelqu'un de le faire pour toi, que de le faire toi-même. Mmh, Enfin, suivant le business dans lequel tu es et là où tu en es, tu vois? Si tu fais pas de ouais, chiffres, bah, ça sert à rien de faire ça. et c'est un peu la différence entre un mec en micro-entreprise et des mecs, qui ont des SARL, des SASU, des trucs comme ça. C'est qu'en fait, quand tu sors de la micro-entreprise, tu comprends que, bah, déjà, tu étais bloqué dans une prison dorée où tu pouvais pas scale, tout reposait sur toi. À partir du moment où tu passes sur une entreprise où tu peux dépenser pour ton entreprise sans que tu sois imposé dessus, que ça te tombe directement dessus, Ah en bah oui, fait, t'as pas peur de balancer 500, 600, même 1000, 2000 à quelqu'un qui va te faire passer des étapes dans ton business, quoi. carrément. Mais ça, c'est intéressant aussi que tu parles de ça parce que il y a des gens qui viennent me demander, quelle structure est mieux, pour mon business et tout et moi je déconseille complètement d'aller sur de la SARL et de la SASU, de la SAS et tout maintenant, tu vois? Mais OK. c'est parce que parce que maintenant je sais des choses qui font que, bah, non, j'ai perdu de l'argent, en fait. J'ai perdu de l'argent. Oui. Tu vois, genre, faire autrement dans tous les cas, sans cette connaissance-là, c'était toujours mieux que de rester en auto-entreprise pour pouvoir déléguer une partie, acheter du matos et cetera. Mmh. Mais en fait, tu surcotises en France. Oui. Tu surcotises de ouf et en fait, tu as des montages qui existent et qui sont pas conseillés par les comptables et les avocats fiscalistes parce que ce sont pas des choses sur lesquelles ils peuvent faire de l'argent. OK. Des montages, complètement, plus optimisés en France. Donc, bah, notamment là, Ronan Jaffray, il a fait une vidéo sur la SEP, par exemple. Si tu gardes ton Ouais. auto-entreprise, tu factures, jusqu'à arriver à ton plafond en auto-entreprise. Toi, ta SEP, mais ta SEP, elle facture, 100 de tes clients. Donc du coup, tu as Mmh. une marge en plus sur ta SEP qui est pas soumise aux cotisations sociales. Donc en fait, tu cotises au travers de ton auto-entreprise. Donc là, déjà, tu vas pas surcotiser pour un truc que tu auras jamais en retour.
tu restes dans la légalité parce qu'il y a la loi Puma à respecter. Tu peux pas travailler en France sans cotiser au minimum Ouais, retraite, santé. bien sûr. Mais de notre côté, t'as pas une structure qui t'assassine quand tu veux te verser un peu plus d'argent et payer après tes impôts sur le revenu sur ce que tu gagnes. Mais, mais c'est plus optimisé de faire ça, tu vois, genre avec une SEP. Si c'est possible de le faire, faut regarder tes conditions. Mais moi, je sais que ça aurait été plus optimisé pour moi. Et là, en structure aussi optimisée comme j'ai actuellement, il y a aussi la société à Maurice. Le fait que si j'étais résident fiscal, j'aurais pu garder ma SARL ou mon auto-entreprise et facturer ma boîte à Maurice et après me verser des dividendes une fois par an. C'est quelque chose Mhm. qui existe aussi. Mais il y a des trucs qui te permettent plus de flexibilité et d'avantages fiscaux tout en cotisant un minimum en France. Et si tu veux pas rester en France, dans ce cas-là, oublie tout de suite les SARL, les SASU, tout ça. Ouais, oui, ça, on est bien d'accord. Non, moi, je parle pour des conditions de gens qui habitent en France et qui sont obligés de rester en France, là. Voilà, déjà, passer de la micro-entreprise à quelque chose où tu peux À une récupérer structure des plus frais, compliquée. voilà, une structure un peu plus complexe, c'est très important. T'as raison là-dessus, ça c'est clair. Il y a un moment donné, tu es obligé de passer par là. Et j'ai des coachés, justement, qui me posent la question de passer sur une structure différente. Mais même si tu restes en France, faut pas juste écouter ce que font les comptables. Les comptables, ils Mhm. veulent vendre des bilans. Renseignez-vous auprès d'entrepreneurs, en fait, même qui restent en France, comment ils font. Surtout si ça fait plusieurs années qu'ils sont comme ça et qu'ils ont des rescrits, des impôts et tout ça. De poser leur des questions de quels sont leurs montages fiscaux, financiers, tout en restant dans la légalité et en cotisant un minima, en fait, pour la France. Mais ne partez pas juste sur une structure comme ça. Le comptable, il vous a dit, il faut faire ça. Et voilà, Ouais, faut non, bien sûr. connaître un peu plus. Tu vois, si tu veux gagner de l'argent, à un moment donné, il faut récupérer les miettes là où tu peux. Tu vois, il faut faire des bonnes études On est bien d'accord. sur le sujet. On est bien d'accord que c'est quelque chose qui doit être pris en compte quand on part sur des business comme ça, c'est qu'il faut avoir de la connaissance sur le sujet, sinon on va se laisser endormir par tout le monde. C'est ce qu'on disait au début. Si t'es pas compétent sur le sujet, tu vas te faire endormir et au final, les intérêts des gens sont souvent désalignés avec les tiens. Et c'est le seul moyen de réaligner un peu les intérêts, c'est d'avoir des connaissances pour justement pouvoir montrer les incohérences chez les gens lors des discussions. Il y a ça, mais c'est surtout moi ce qui me fait halluciner, c'est qu'en France, on n'a pas cette culture-là du tout de l'argent. Il y a des Hmm. gens qui me disent tu parles trop d'argent, mais en fait, moi je parle d'argent parce que c'est ce qui me permet d'avoir des expériences de vie et d'assurer mon avenir à moi, à ma femme et mes enfants. Donc en fait, je vais parler aux gens en fait qui sont intéressés par ces sujets-là et il n'y a pas de. Moi, je viens d'une famille, enfin, on n'a pas d'argent, quoi. Tu vois Ouais, je vais bien pas sûr. cracher sur les gens qui n'ont pas d'argent. J'ai toujours été comme ça. Je sais d'où je viens, je sais où je veux aller et si les gens sont prêts à m'écouter, bah, tant mieux parce que je vais essayer de leur donner le maximum des infos que j'aurais voulu avoir avant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est dans un pays qui est beau, qui est la France, mais il n'y a pas tout qui est rose. Financièrement et économiquement parlant, c'est compliqué. Donc, je comprends que les gens n'aient pas forcément envie de partir. Très bien. Mais si vous voulez rester, il est de votre devoir aussi de comprendre comment ça fonctionne. Si vous voulez vraiment faire du business comme on est en train de le faire avec Lucas, on ne parle pas juste de faire du freelancing et jouer avec des bibis dans la cour de récréation, bah, faut avoir des notions en fait. Et il faut s'intéresser, voir ce qui se fait et optimiser quoi. Ta marge en fait, c'est ce qui te permet de vivre et de faire vivre ton business. Donc si tu veux rester en France, bah, tant mieux, mais assure-toi à ce que bah, tout ce que tu fais soit avantageux non plus et pas donner juste de l'argent comme ça sans réfléchir. Tu Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Surtout avec les temps qui arrivent, on est bien d'accord que il est temps de réfléchir un petit peu à comment est dépensé notre argent. Euh, c'est important Les de. Français sont typiquement du genre à, moi je dis ça, hein, mais c'est la majorité des gens que j'ai en appel, hein, je me base par rapport à ça. Même quand on parle de finances, de conseils en investissement, moi je suis pas un investisseur, enfin je suis pas un conseiller en investissement, etc. Et j'en ferai jamais. Mais ça me fait halluciner encore de voir des gens qui vont voir leur banque pour faire des placements et des investissements, donc donner à la banque leurs sous et faire confiance à un conseiller en fait qui n'est plus ni moins un commercial en fait qui comprend rien et qui a juste des commissions sur Ouais, des bien produits sûr, de merde en fait. on est Donc bien si vous d'accord. raisonnez comme ça, en fait, c'est sûr que le business, ça se passera pas bien. En fait. Si vous voulez déléguer ce genre de choses, il faut le déléguer aux bonnes personnes et Ouais, c'est ça. avec des intérêts qui sont alignés sur les vôtres, pas désalignés. Exactement. Donc voilà, excuse-moi pour l'aparté, mais voilà. Non, mais tu as bien fait, tu as bien fait.
Bah, du coup, je voulais qu'on parte un peu vers tout ce qui est comment est-ce que tu formes quelqu'un. Tu vois, on a parlé un peu de la partie recrutement, la partie sourcing. Comment est-ce que tu formes quelqu'un? Parce que je suis en train de le vivre à l'heure actuelle et c'est une complexité sans nom d'être capable de former quelqu'un avec nos méthodes. Des fois, on se rend compte que déjà nos méthodes sont pas assez claires du tout. Et en plus de ça, être capable de former quelqu'un qui vient pas du même milieu. Tu vois, nous, on parle à beaucoup de gens de la tech, on parle à des entrepreneurs. Quelqu'un qui vient pas de ce milieu-là, on est des extraterrestres. C'est une catastrophe. Ouais, Voilà. bah en fait, tu es obligé d'avoir, bah, je pense que c'est ce que tu fais aussi, ce qu'on appelle des SOP, des structures d'operational procedure, un truc comme ça. Je sais pas si c'est exactement la bonne définition, mais en gros, c'est un document qui explique exactement ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Donc, si tu peux mettre des vidéos aussi, tu vois, genre des Loom. Moi, j'utilise beaucoup Loom aussi. J'ai oublié de parler de cet outil qui est extraordinaire Ouais. pour expliquer de manière, tu vois, genre plus naturelle et de vive voix en fait ce que tu fais, tous les process, expliquer pourquoi exactement c'est fait pour. Et en fait, tu testes. En fait, c'est par itération. Ça marchera jamais du premier coup. La personne, elle va toujours te poser des questions que tu n'imaginais même pas. Donc, en fait, tu remplis ton document au fur et à mesure, tu documentes tout. Et au début, tu es obligé de tenir la main à la personne. Tu vois, genre, même pour le setting, quand j'avais fait, bah, tu es obligé de regarder comment elle fait, de lui dire limite de s'enregistrer quand elle fait les trucs pour comprendre. Et en fait, tu vas voir qu'il y a des personnes chez qui ça va percuter, des personnes chez qui ça va pas percuter. Ça fait partie aussi des choses à sentir quand tu fais tes entretiens d'embauche au final, tu vois. Ouais. Il y a des gens, même si tu leur fais toutes les explications du monde, ça ne marchera pas. Il faut savoir que ça fait partie du jeu, mais le volume est là aussi pour compenser ce risque-là. Donc si tu avais par exemple 500 personnes de contacter, il te reste 10 personnes dans le pipe, et ok, la première personne ne marche pas, bah, tu essayes la deuxième. Et par contre, si tu n'en as fait que 50, du coup, tu n'avais qu'un seul gars dans le pipe, bah, t'es niqué. C'est un peu Ouais. c'est un peu le problème. Former, c'est quoi? Bah, c'est faire beaucoup documenter tout ce que tu fais comme si en fait c'était pour toi, mais un toi qui a pas du tout ton savoir et qui est débutant sur le Hmm. sujet. Un toit un peu con. Un peu con, ouais, c'est ça. Et te dire, bah, tu testes en fait avec des gens. Tu testes. Et en fait, il n'y a pas de solution miracle, quoi. C'est ordonné, structuré dans ce que tu fais. Et le moindre détail est important, tu vois. Il n'y a pas le contexte. Hmm. Ouais, clairement. Et c'est tu vois, le, le business est en train de grandir pour toi, pour moi. Tu vois, on a des business qui sont en croissance. Et j'ai dû définir un peu mes objectifs sur le premier trimestre de 2025. Et je me suis dit, on part sur de la standardisation, recrutement d'un setter et d'un closer. J'ai Ouais, presque closing aucun aussi. objectif de croissance. Ouais, Ok. c'est, on va essayer en tout cas, parce que là on est déjà début mars, on n'a pas encore le setter. Je pense que, ouais, vas-y. Non, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai très peu d'objectifs de croissance. J'ai un objectif de croissance qui doit être de 20% sur le Q1 2025. Je me suis vraiment concentré sur, ok, stabilisation du business, faire rentrer une De nouvelle toute personne. façon, cherche pas à faire des objectifs qui sont trop compliqués. Comme moi, je te dis, moi, j'aime bien les process simples. Si tu cherches à faire des process compliqués, tu vas plus te foutre la pression et faire n'importe quoi. Tu vas bille par bille. Ouais. Quand ça devient normal de penser, tu vois, genre à 20% de croissance, tu vas rajouter des métriques, des objectifs. Hmm. Tu vois, genre même moi là, tu vois, genre je suis pas beaucoup plus avancé que toi sur mes objectifs de croissance. Tu vois. Moi, je sais que je veux faire tant Ouais. de chiffres. J'augmente les inputs, je mesure et je vois en fait est-ce que j'y arrive et si j'y arrive pas, pourquoi. Et après, si par contre j'y arrive, j'ai dépassé et je l'ai explosé même, je vais penser à mettre d'autres choses en place. Mais, euh, mais en tout cas, je suis étonné que tu veuilles déléguer le closing aussitôt. Tu vois. Ça, c'est quelque chose que moi je déléguerais en dernier quasi. Ouais. Ben, en fait, je me rends compte que mon process de closing est vraiment bien processisé et Ok. que je pourrais le donner à quelqu'un clé en main. Surtout, j'ai un truc, moi, dans mon business que j'ai compris, c'est que je fais un setting très costaud. Et Oui, toi, les... t'es le god du setting. ouais, j'appuie longtemps. Et Mais du d'ailleurs, on coup, n'a même pas précisé ce quand que c'était setting closing. Hein. On oui, parle de ça, mais pardon, excusez-nous, c'est vrai. C'est vrai nous, on a l'habitude de ces termes. Donc, le setting, tout simplement, c'est le fait de discuter avec un prospect, un lead,
un futur client en message privé sans être pushy sur la vente et pas essayer de lui vendre quelque chose, mais juste se positionner en tant que potentiel collaborateur et lui amener des solutions pour ses problématiques. Donc, phase 1, détecter des solutions, des problématiques, comprendre ses problématiques, acquiescer ses problématiques et lui, lui faire comprendre que ces problématiques sont bien réelles. Phase 2, lui expliquer ce qu'il pourrait gagner en changeant ses problématiques. Et c'est sa Et situation désirée. voilà, sa situation désirée. Et phase 3, essayer de lui expliquer comment est-ce qu'on va le changer et de lui proposer un rendez-vous qui va lui permettre, lors de ce rendez-vous, qu'on lui explique comment est-ce qu'on va l'accompagner, comment est-ce qu'on va le faire. C'est ça, le closing en gros, le setting. Et donc après, il y a un appel de closing où on va euh, proposer notre solution, revérifier les douleurs, vérifier que c'est le bon moment, etc. Plein de choses qui se passent lors de ces appels pour transformer ce potentiel client en client. Voilà. En plus, c'est compliqué ces deux étapes-là. Il faut connaître parfaitement son marché, sa niche, peu importe le business que tu fais. Par contre, ce qui est cool, c'est que quand tu apprends à faire ça une fois, en fait, peu importe le business que tu fais, tu sais faire. Ouais, Mais c'est par contre, vrai, ça hein. nécessite d'avoir de la data, quoi. Je veux savoir quel est le problème, comment aborder certaines topologies de personnes aussi. C'est pas du tout la même manière de discuter Les avec personas, les les. profils, l'âge. Ouais, il y a tout. Et après, le closing, c'est encore pire. C'est encore pire. Là, c'est du temps réel, quoi. T'as pas le temps de réfléchir. Donc c'est super intéressant, hein. Mais ça, c'est des skills. En vrai, je regrette pas de continuellement à me perfectionner là-dedans. Parce Ouais. que je fasse du SaaS, de l'accompagnement, de l'agence, euh, même si un jour Hmm. je com et tout, je pourrais vendre le produit d'autres personnes, mais en touchant les coms, mais sur des montants qui pourraient être faramineux, tu vois. Genre, si t'es trop bon en fait en vente, je pense que t'as aucune limite sur tes revenus. 100%. Je suis 100% aligné. C'est une compétence que j'avais pas du tout. Euh, moi, j'étais un Tecos de chez Tecos. Et je me suis accompagné sur ça. Et en fait, ça m'a libéré. Déjà, ça m'a lancé mon business, premièrement. Et deuxièmement, ça m'a libéré plein de barrières mentales sur le business, sur ma façon de voir la vie. Les gens se rendent compte que tu vends pas, en fait. Tu vends rien. Moi, je vends rien. Là, tu vends pas. Je suis là. T'as des problèmes, j'ai des solutions. Tu fais ce que tu veux. Mais je suis là. Et je te présente mes solutions. Exactement. Donc, C'est ouais, se rendre désirable, avoir bien mis le doigt sur les douleurs, en fait. Bah, ok, toi, tu as cette situation-là, tu pourrais la changer en faisant ci, en faisant ça. Continuellement lui poser des questions et c'est lui, en fait, qui veut faire appel à tes services. En fait, généralement, quand quelqu'un prend un appel avec toi, déjà de base, c'est qu'il a quelque chose à régler. Il vient pas là en mode touriste, tu vois. Et ça, il c'est y un en a, truc qu'on hein. oublie souvent. C'est Il rare y quand en même. a, Il y a toujours quelque chose à mais creuser. c'est... Ouais, je suis d'accord. Il y a personne qui vient pour voir s'il y a de la lumière Je ou pense s'il y a un qu'il doit gars vraiment y cool. avoir en touriste. Après, je fais la différence entre touriste et mec pas qualifié. Tu vois. Ouais, Le touriste qui vient juste là parce qu'il savait pas quoi faire de sa journée, tu vois, ça concerne 1% des gens. Tu vois. ouais, c'est clair. Par contre, J'en ai jamais la vu des comme ça, hein, qualification, pour l'instant. moi, je crois que j'en ai Ouais, eu que un. Tu vois. Enfin, là, je fais pas 500 appels uniques, je dois être à 350 appels uniques. ouais. Ouais, j'ai eu que un gus comme ça, je pense. Donc, faut y aller. Par contre, les prospects qualifiés, c'est autre chose à avoir. Tu vois. Ça fait partie de ta création de contenu, ton listing de prospects. Mais c'est passionnant. Positionnement, ta création de contenu, ton setting aussi doit être très Mm. important. Moi, je fais beaucoup d'outbound, pas mal d'inbound, mais beaucoup d'outbound. Et, et voilà, en fait, il faut passer par des process clairs. Il faut faire du volume, qu'on le veuille ou non. Ouais, Moi, avant de carrément. closer quelqu'un, j'ai fait 33 appels, je crois. 33 appels où il s'est Ça va, hein. rien passé. C'est un bon score, hein, parce que moi, c'est bien pire que ça. Je crois que j'ai commencé à vendre après le 120e ou 130e appel. Mais en fait, avant, je cherchais même pas à vendre. Ouais, En fait, moi, j'étais là en mode, voilà, je t'ai donné full valeur pendant une demi-heure, voire des fois 1 heure, si ça dépassait pas l'heure. Et après, bon, salut, tu reviendras si un jour t'as
Si un jour tu as besoin, tu vois, mais je leur donnais tellement de valeur que les mecs, ils ont de quoi gratter pendant 6 mois, tu vois. J'en ai quelques-uns qui reviennent des premiers échanges parce qu'ils se disent, tu m'as déjà tellement donné sur cet appel-là, maintenant je reviens parce que j'ai envie d'aller plus loin, mais si tu veux vivre, faut pas faire ça. C'est chiant si t'as des leads qui se concrétisent 6 mois après. Bon, c'est un petit peu chiant quand même. Ouais. Ça devient Là, problématique, ouais. j'ai closé un lead de septembre, hier, Ah ouais, que j'ai eu un appel ça en commence à septembre et faire. qui m'a dit justement, j'ose même pas imaginer ce que tu vas me donner en valeur, vu ce que tu m'as donné en gratuit. Mais quelques mois plus tard, ça revient quand même, tu vois. Oh, c'est bien, c'est bien. Ça Faut pas prouve, sous-estimer ça, oui. mais non plus, faut pas être flou comme ça. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de justement cette orientation dans ta nouvelle offre? Tu m'as dit que tu voulais un peu aborder ce Mm. sujet-là. Tu es en train de créer une nouvelle offre là, pour vous poser un peu de contexte, euh, Johan, il- il gère, pardon, la plupart du temps des freelances qui proviennent de la tech. Et l'idée, c'est de créer une nouvelle offre qui soit totalement différente. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ouais. Donc en fait, c'est un peu l'évolution de comment trouver des clients en tant que freelance. Donc là, c'est un peu pour moi le niveau zéro, niveau un, en fait, on va dire, d'entrepreneuriat. C'est voilà, les bases de la génération de leads et d'après de la conversion d'un lead en client. Et donc là, le but, c'est d'aider les gens après à structurer des business, comme on est en train de faire avec Lucas, avoir des métriques, des KPI, comment sourcer des talents, les déléguer, des tâches, pour en continuellement en fait à décorréler vos revenus de votre temps et augmenter en fait ce plafond de verre en fait, to the sky, to the moon. Et le but c'est ça, c'est avoir en fait un business qui travaille pour toi. Ça c'est la next step plutôt que toi qui travailles pour ton business et courir après l'argent. C'est ça. Mon but, c'est pas non plus d'être millionnaire. En fait, je dirais pas non. Enfin, c'est clairement un objectif un jour. Mais c'est plus que ça, en fait. C'est avoir quelque chose qui travaille pour moi et qui me permet de faire ce que je veux. C'est pas que je veux plus arrêter de travailler, c'est continuellement faire ce qui me plaît toute la journée. Et même si c'est travailler. Mais voilà, je vais apprendre aux gens à faire ça. Donc c'est la continuité de ce que je fais pour le freelancing. Et une partie d'ailleurs des coachés que j'ai sur le freelancing qui ont des chiffres suffisants veulent passer à la next step et du coup je les aide aussi à faire ça. Trop bien. Ça veut dire que du coup, c'est bien parce que tu étais freelance, tu as accompagné les freelances. Maintenant, tu es en train t'as monté une agence. Tu vas accompagner les gens à justement passer à cette étape à laquelle tu es. Comment tu as fait un peu pour identifier un peu les besoins des gens parce que du coup, c'est un domaine qui est plus large, le persona est plus grand. Comment tu identifies un peu les besoins des gens En fait, c'est vrai que c'est pas simple parce que j'ai des créateurs de SaaS, j'ai des agences même, enfin des gens qui veulent monter des agences, des collectifs, des devs indépendants, des designers. J'ai même un nutritionniste, un gars qui fait de la crypto. Mhm. J'ai un peu de tout en fait. J'ai pas que des techs. Donc ça c'est le plus dur on va dire. Là je suis obligé d'aller chercher au fin fond de mes ressources intellectuelles et même de sourcing en fait. Là je suis obligé de Ouais, bûcher, tu vois. Genre quand j'ai un nouveau type de persona, je me tape des heures pas mm. possibles à essayer de comprendre le marché, voir la Ouais, j'ai ça concurrence. aussi. Ouais, c'est ça en fait, qui est épuisant. Mais c'est pour ça que sur la tech, j'ai pas trop cet effort à faire parce que je le connais bien. Tu le sais très bien, c'est dès Mm. que tu rentres dans un nouveau marché ou un nouveau persona, tu es obligé de faire de l'analyse, d'aller regarder ce que font les concurrents, pourquoi ça marche pas. Les propositions de valeur, en fait, c'est le plus important. Une fois que tu as compris ça, à qui tu parles, qu'est-ce que tu peux leur proposer et qu'est-ce qui est attrayant. Sachant que le marché il évolue, la proposition de valeur à l'Hermosi, ça fait 2-3 ans que les gens ils poncent ça et que ça commence à plus marcher. Mm. Faut revoir à la baisse aussi Ouais, ses promesses parce qu'à un moment donné, tu peux plus surpromettre. Et ça, en fait, dans tous les marchés, c'est à peu près le marché a similaire. évolué, hein. Faut comprendre en fait les différentes phases de awareness du marché. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire pour moi. Donc en fait, comme je le fais pour moi et que ça marche pour moi, on va dire que je suis toujours dans le jus et continuellement, j'ai les bons réflexes, donc ça aide les personnes. Mais je t'avoue que c'est un truc que je suis un peu moins sûr de moi là aujourd'hui, mais dans 3-4 mois, je serai beaucoup plus rodé et j'aurai les premiers résultats des personnes, tu vois.
Et ça Ouais, bien demanderait sûr. beaucoup plus de temps. Et c'est quelque chose que moi aussi je suis en train de je viens aussi de la tech, on a à peu près le même profil et mes tout premiers clients étaient 100 des gens de la tech. Et là, je commence à avoir des gens qui proviennent d'éléments, moins techniques, des gens, qui sont dans des bureaux d'études, mécaniques, mécanique des fluides, j'ai des Ouais, rien à voir consultants, non plus. en conseil stratégique. Finesse. Voilà, consultants en conseil stratégique, donc voilà, le but, c'est vraiment de sortir un peu de ce carcan de la tech et ça demande de tu vois, mon client qui est consultant en conseil stratégique en transformation digitale, pardon. Moi, les grands bureaux de conseil de Paris, je les connais pas, tu vois. Donc, je me suis tapé tous les grands noms, McKinsey, tout ça là. Je suis allé voir, ok, ils font ça, la cible c'est ça, le persona c'est ça, parce que c'est pas notre domaine. Mais quand on a compris la méthode, quand on a compris ce qu'est l'acquisition client, ce qu'est le scaling, le persona, enfin, je veux dire, le game, c'est le même partout. Il suffit Ouais, juste c'est juste que tu changes la casquette. d'être Tu changes, exactement. tu remplaces un La peu casquette, la cible, la méthode. ouais. Ouais, bah, Ça. en fait, Et c'est toujours pareil. C'est ça qui est ouf. C'est ça, en fait, qui m'a mindfuck, en fait, au final. C'est de me dire que vendre sur internet, je pensais que c'était plus compliqué que ça et surtout, je des offres à plusieurs milliers d'euros, j'aurais jamais dit, tu vois, genre il y a un an que j'étais capable de le faire. Et ouais, quand tu as compris, en fait, pourquoi ça marche et comment le faire et que tu arrives en plus à le répliquer avec d'autres personnes que tu accompagnes, après quand tu changes de marché, c'est exactement les mêmes méthodes, c'est juste qu'il faut comprendre, comment est le marché. hmm, ouais, clairement, clairement, clairement. Est-ce que Ça, c'est cool. ouais, totalement. Le fait de pouvoir switch de marché et de s'adapter, c'est pas donné à tout le monde parce que ça demande des gymnastiques et ça demande de l'implication. Mais je pense que Tu c'est transpires un peu au début. une des meilleures choses à faire. Ouais, beaucoup, beaucoup. Tu perds du poids un peu. Est-ce que t'as un peu une liste d'erreurs à éviter quand tu scales une boîte? Euh, des choses que peut-être t'as faites, des choses que t'as évitées? Voilà. Des Est-ce que erreurs, t'as j'en ai des fait plein. grandes erreurs un peu en tête, des conseils que tu peux donner? Oui, n'en parle pas. J'en ferai encore, hein. 1 erreurs, c'est de penser que je peux tout gérer toujours tout seul, de pas prendre suffisamment de marge, pour déléguer, en fait, une partie, en fait, on se rend pas compte à quel point, on peut crouler sous les moi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire: «OK, non, ça, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour ça parce que du coup, je vais perdre un peu d'argent, mais parce qu'en fait, je compte sur cet argent pour vivre aujourd'hui, donc en fait, je suis à flux tendu. Donc du coup, bah, je sacrifie mon temps, en fait, ça, c'est une grosse connerie. Je ferais mieux de réduire mon niveau de vie et de continuellement réinvestir le cash qui rentre, une partie pour, déléguer, en fait, des trucs qui ça sert à rien que je passe du temps dessus, libérer du temps, générer plus d'input sur des trucs qui ont plus enfin, de valeur ajoutée. Donc du coup, bah, travailler moins pour gagner plus. En fait, l'argent fait de l'argent, en fait, c'est ça que ça veut dire, en fait, c'est un effet levier et je pense que c'est ça que j'ai mal géré, au tout début. J'en paye encore, les pots cassés aujourd'hui, donc je suis arrivé moins loin que là où je devrais être, en fait. Donc en fait, c'est complètement mérité, tu vois? Genre, j'ai fait les mauvais choix, bah, tant pis. Après voilà, comparé à beaucoup enfin, il y a des gens qui te diraient: «Bah non, c'est bien là où tu es». Oui, c'est sûr, mais quand tu Oui, chacun sa quand tu vision. voilà, quand tu es entrepreneur ou toujours envie d'aller plus loin que là où tu es et sinon tu avances pas. Donc c'est aussi un défaut. Mais voilà, ça fait partie des prem de ça, c'est la première erreur, c'est de me dire que je peux tout gérer moi-même. Deuxième erreur, c'est toujours, écouter, ces barrières limitantes, tu vois? Genre ça, c'est le cerveau, en fait, il est câblé pour que dans tous les cas, tu partes pas en couille. Donc en fait, il va toujours te dire: «Oui, mais», tu vois? Et ça, faut pas écouter ça. Faut pas écouter Hmm. ça. Donc le et ça, à chaque fois que j'ai fait des décisions drastiques dans ma vie, mon cerveau, il m'a toujours dit: «Attends, tu fais peut-être le con, attention, mais il y a ci, il y a ça» et à chaque fois que j'ai outrepassé ça, bah, en fait, il s'est toujours enfin, tout s'est toujours bien passé, en fait et c'était même mieux et en fait, j'avais d'autres barrières, en Hmm. fait, à débloquer. La meilleure solution pour progresser et aller de l'avant, même si tu te foires et ça fait partie du jeu, c'est de toujours essayer d'outrepasser cette petite voix, en fait, au fond de toi. Je Ouais, pense bien qu'il y a sûr. aucun moyen de réussir si tu en outrepasses pas, en fait, à un moment donné.
T'es obligé. Deuxième Ton erreur. cerveau, il te protège. C'est un mécanisme de défense naturel et Ouais, c'est la t'as pas survie. envie d'aller au sport, t'as pas envie de te lever tôt, t'as pas envie de dépenser cet argent pour te former, t'as pas envie de te jeter dans la gueule du loup pour aller à un entretien d'embauche. Mais à la fin, c'est ce qui paye, quoi. Exactement. C'est ça. Et troisième erreur, je dirais, de pas assez soin de moi, dans le sens où j'imaginais que pour être productif, il fallait que je fasse des heures de fou. Pendant 1 an et demi, j'ai fait 14 heures de taf pour 15 heures et ma femme me nourrissait, genre comme un oiseau nouveau-né, me recrachait tout dans l'assiette dans mon bureau. Donc c'est super agréable et confort. Tu te dis, t'as rien à faire et t'es juste à coder ou à faire tes trucs. Et en fait, t'as quelqu'un qui gère tout autour de toi. Sauf qu'en fait, tu profites pas de ta femme et de tes enfants, tu profites pas de la vie, en fait, tu fais n'importe quoi et t'es pas plus productif. Ça, je l'ai fait trop longtemps, ça fait 10 ans. Moi, je pense que ça fait ouais, 8-9 ans de ma vie où j'ai fait que ça. Donc Ouais, là, maintenant, je fais différemment. Genre, si j'ai mon cerveau, il est out et je vois que je suis pas productif, etc., je dirais fuck. Voilà, je vais faire 1 heure de piscine avec les enfants, où j'aide mon fils à mm, jouer sur sa console à Pokémon parce qu'il a envie de passer du temps avec moi, où je sors avec lui. Et voilà, et là, après, je reviens sur mon business, je suis refocus et je sais ce que je dois faire la veille pour le lendemain. Voilà. Donc, prendre soin de moi et de ma femme, mes enfants, je pense que c'est ce que je vais faire le plus souvent. C'est pour ça mon ouais. travail aussi, tu vois. Bah oui, on est bien d'accord. Ça me fait penser à quelque chose. Je sais pas si tu avais d'autres erreurs, mais en tout cas, ça me fait penser à quelque chose. Il faut que je donne Non, mon c'est les truc trois là-dessus. principales. Vas-y, ouais. J'ai oublié de te dire que, du coup, Gaëtan, qui était le précédent invité, a posé une question. Et sa question, c'était, donc oui, pour vous poser le contexte, en gros, chaque précédent invité pose une question à l'invité d'après. Donc, il va falloir que tu aies une question à la fin du podcast. Et la question précédente, c'était comment tu gères ton équilibre vie pro-perso? Et c'est quoi un peu ton équilibre, si tu avais un pourcentage, où tu te dis, ok, là, je suis bien. Ça rebondit bien sur ce que j'ai dit. C'est pour ça, je me suis Euh, dit, c'est maintenant, quoi. yes. Comment je gère l'équilibre pro-perso? C'est encore compliqué par moment parce que tu vois, genre, là, je suis parti à l'autre bout du monde, donc il y a forcément eu des moments où j'ai dit à ma femme, il y aura un peu de sacrifice à faire pour compenser dans les premiers mois, tu vois. Mais là, au Ouais, final, vu que je suis très organisé et que j'arrive à remettre un coup de boost sur ma création de contenu, sur structurer mon business et faire ce qui est nécessaire en fait pour faire vivre le business, bah, je me prends plus de temps pour ma femme et mes enfants. Je vois le monde différemment en fait qu'il y a 1 an en arrière. Donc je dirais que là, le boulot avant, ça prenait 90% de ma vie. Là ok. où maintenant, ça va prendre 60%. Mais on va dire que je profite plus des moments avec ma femme et mes enfants maintenant que, tu vois, genre je vais à la plage dès qu'on peut, à la piscine avec les enfants tous les jours. Ça, c'est différent. La vie, elle est un peu différente. Elle est organisée différemment. Et en plus, j'ai 3 ans de décalage. Tu me disais que t'allais à la piscine et à la plage tous les jours avec les enfants et que du coup, c'était une vie différente. En fait, il y a le temps d'adaptation. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu trop récent pour te dire est-ce que j'ai repris un rythme et te dire exactement le rythme. Mais ouais, j'essaie de privilégier plus. Donc je dirais que je suis à 60-40% là. 60 travail, Ok, 40% famille. J'ai trop bien bien. diminué, tu vois. Ouais, c'est Donc le clair, but, c'est c'est pas clair. de Bah, diminuer les revenus avant, non plus. Mais ouais. au Avant, tout c'était début hardcore. enfin, en cette fin d'année là, je savais que c'était vers septembre-octobre, c'était chaud quoi. C'était chaud time. Je crois que j'ai atteint le point culminant de la connerie là sur le travail, tu vois. Euh, Faut pas oublier que le travail, c'est bien. Moi, j'ai pas l'impression de travailler en fait. J'ai l'impression de jouer. Mais il faut pas passer à côté de on sa est vie non d'accord, plus, tu vois. Et de sa santé. d'accord. Prenez soin de vous, bordel. C'est ça. Ouais, c'est bien de générer du cash, mais derrière, si t'en crèves, ou tu passes à côté de ta vie, c'est pas worth, quoi. Mais ok. Faites des réserves, faites des réserves. Je pense on va pas être trop loin de la fin. J'ai quelques questions rapides, un peu, des questions un peu courtes. Pour toi, c'est quoi le processus qui a été le plus impactant pour toi? Le processus qui a été le plus impactant pour moi, au point de vue business et Ouais, perso, ouais, pour une vue business, un truc où tu l'as mis en place
Et t'as Et ça a vu marché direct. ouais, t'as vu ton business vraiment avancer. Création de contenu. Ça, quand tu es régulier Le sur la truc création de qui t'a fait contenu. décoller. Ouais. Ouais, je suis 100% Parce que aligné moi, avec ça. je fais pas autant de setting que toi. Par exemple, en fait, on avait un peu des business à l'opposé. Toi, tu avais plus maîtrisé le setting, là où Ouais, moi, je faisais plus de création de contenu. Et en fait, maintenant, je commence à faire plus de clairement. setting et toi, tu fais plus de création de contenu. Donc, C'est on ça. se rejoint là-dedans. Mais en fait, moi, c'était du full organique et en fait, c'était grâce à la création de contenu. Et c'est là où on voit la puissance parce que quand je me suis lancé, toi, t'étais déjà lancé. Et on voyait déjà que t'avais des gros résultats qui provenaient de l'organique et tu te dis, waouh, moi, j'ai personne qui me parle, mais toi, t'as tout le monde qui vient te parler, quoi. Et toi, tu parles à personne, mais t'as tout le monde qui vient te parler. Donc, c'est vraiment important, la création de Et contenu. après, tu te fais shadowban et là, tu te dis, j'aurais dû faire plus de setting. Ouais, Tu vois? j'avoue Donc, faut que pas là, mettre tous ses œufs dans le même panier. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ben, juste rebondissant sur ça, je trouve ça fou. Là, on a vu pas mal de collègues à nous qui se sont fait ban récemment, même des bans courts et tout. En fait, ça m'a mis une gifle derrière la tête en me disant, waouh, en fait, ton business ne Il tient repose que sur qu'à ça. un mec dans une tour à Paris qui clique sur un Clique! bouton. Ciao, Ou l'IA qui Lucas, te c'est banne tout seul. ciao. Ouais, ou l'IA qui te banne tout seul parce que t'as fait une vanne sur un CDI, mec. Je trouve ça Ouais, une ouais, dinguerie. ouais. Quand on y pense, on se Ouais, dit, ça fait le réfléchir. temps qu'on met dans le business, t'imagines? C'est Ça, trop. c'est un investissement risqué de te dire que tu te bases que sur un seul canal. Ouais, c'est pour Gestion ça. du risque, les business, je pense que c'est très très lié. Ouais, c'est clair. C'est pour ça, abonnez-vous, likez, repartagez la vidéo. On sait jamais, on sait Vite, jamais de vite, quoi vite, demain avant est que fait, donc LinkedIn il se fasse vraiment. ban, Lucas. Donnez de la force parce que des fois on parle un peu mal sur LinkedIn, il y a moyen qu'on saute. Ok, voilà, super. Trop content de cette réponse. Je suis 100% aligné avec ça. Stratégie de contenu. Est-ce qu'il y a un outil que tu as sous-estimé un petit peu? Le calendrier. L'agenda? Parce que ouais. Moi, il y a deux outils que j'utilise et enfin, l'abonnement, je vais le garder bah, tant que je fais du biz, quoi. C'est iClose et TLDV, quoi. Les deux, quoi. Ah ouais. Genre iClose pour préqualifier, pas perdre de temps, l'outil trop puissant, et, et TLDV, quoi. Parce que, enfin, genre, quand tu passes autant de temps en appel à faire de la vente, etc. Et même quand tu fais Ouais. du coaching, les gens sont trop contents d'avoir des synthèses, des récaps, et toi même pouvoir réanalyser ce que tu as. J'ai pas pris TLDV, moi j'ai Meet en mode pro. Ça fait le taf aussi. Je paye Google Meet par mois. Je crois Et il y a que Loom qui j'utilise a pas fait les aussi, synthèses. Loom qui a fait, bah, il y a 2 semaines, sorti sa nouvelle feature pour enregistrer et qui en fait fait comme Fathom, TLDV et tout ça, et tu peux enregistrer Ok. tes Zoom, tes Google Meet. En fait, il s'invite tout seul, comme pour Ouais. TLDV et les autres trucs. Et donc, du coup, tu Ok. peux, du coup, réduire aussi tes coûts et d'avoir que Loom, par exemple. Oui, parce que Loom, toi, tu l'as en payant quoi qu'il arrive. Et du coup, tu Ouais. pourrais Loom qui s'invite. Ok, cool. Mais d'ailleurs, tu utilises quoi, toi? Parce que Loom, en vrai, le pricing par rapport au nombre de vidéos que j'ai fait dessus, mec, je suis pas leur client rentable, hein. Je les ai Ah ouais? plombés en termes de nombre de vidéos. Je dois avoir 400 vidéos sur mon truc. Et je paye J'utilise pas que Loom. 10 ou 12 balles par mois, quoi. C'est c'est une Ouais. dinguerie. J'avoue, j'utilise pas assez Loom. Quand je fais une vidéo, j'ouvre un OBS et je te fais une vidéo comme ça, tu vois. Mais Ah, mais même pour c'est vrai stocker les que. vidéos, même si j'enregistre pas avec, je stocke tout dessus, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est peut-être quelque C'est de chose qu'il malade faudrait que que je j'aille le un remets peu dans la. plus. Bah surtout, Ouais. genre, on parlait de setting. Genre, moi, il y a une personne qui me fait une objection. Bah, j'utilise Loom, je dis ok, bam, je recorde ma tête plus l'écran en disant bah, je suis sur sa conversation et je lui dis de vive voix en fait bah, ce que je pense ou la suite de la conversation ou une réflexion et la personne elle reçoit ça, elle se dit déjà tu le sais quand elle a vu, t'as une notif Ouais, et en plus de ça elle se dit ah c'est vrai. putain le mec il prend du temps pour écrire pour moi donc en fait c'est enregistré, c'est uploadé direct, c'est rapide, tu peux même faire tes VSL dessus. Et les gens se disent waouh quoi. Genre même pour le setting, c'est trop puissant. Bah, du coup, c'est un troisième outil, Loom. Euh, la question suivante, c'est quel est le meilleur conseil que tu as reçu? Mon père m'a dit quand j'étais petit, n'écoute que les gens en fait qui sont là où tu veux aller.
Ça, c'est un putain de conseil, ça. C'est vraiment. C'est le genre de conseil qui change ta vie. Bah, je trouve que ça te fait relativiser quand les gens te disent, quand tu es à l'école, tu jamais à rien dans ta vie. Ouais, Bah, du coup, tu te dis, «Écoute, ça roule. j'ai pas envie d'être prof, donc écoute, ça roule, tout va bien». Et en fait, même tous les gens, qui me disent qu'aujourd'hui ce que je fais, c'est pas ça qu'il faut faire et cetera, bah, en fait, tant qu'ils sont pas là où je suis, ça sert à rien, en fait, que je prenne en considération. Je peux effectivement avoir des avis, c'est ça, il y a des gens qui vont dire: «Oui, mais pas parce que le gars, il est pas là où tu veux aller que son conseil n'est pas bon». C'est pas ça que je dis. Bien C'est d'accord. que je suis aligné avec ce que je veux faire. Je peux prendre des conseils de vie de tout le monde, mais sur le business, je vais écouter que ceux qui sont là où je veux être. Ou en tout cas, si tu veux les écouter, si tu écoutes des gens qui sont pas là où tu veux être, il faut prendre avec de grandes pincettes ce qu'ils sont en train de te dire. Voilà, exactement. Et en gros, faut pas avoir de remords ou te flageller ou culpabiliser, ou croire que tu as fait des mauvais choix dans la vie. Non, non. Déjà, la vie est trop compliquée pour tout Pour avoir résumer des en une remords, phrase. c'est clair. C'est un putain de conseil, ça. Vraiment, si les gens qui nous écoutent, vous l'appliquez pas dans votre vie, appliquez-le un peu plus. Ça vous fera du bien de fou, vraiment. Moi, je Ah, de l'applique ouf. aussi. C'est quand t'écoutes quelqu'un, tu dis, vas-y, parle, parle. Oui, oui. Tu fais de Ça me l'air, vas-y. glisse dessus, mec. Vraiment, je me lave avec ton propos le matin quand je me réveille. N'importe quoi. Ah, c'est ça. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une habitude, un truc que tu fais tous les jours qui est pour toi est essentiel? Si tu me dis sauter dans la piscine, tu mets fait mon podcast. Sauter dans la piscine. Tu vois, il a même pas fait, il a pas les balls. En gros, ça, je l'ai pas fait ces dernières semaines. Je l'ai fait ces derniers jours, mais pas ces dernières semaines, parce que je travaillais pas. Et ça, c'est une erreur. C'est toujours refaire la liste la veille pour le lendemain de ce que je dois Ouais, masterclass. faire. C'est le plus important. Ou des Et listes, les faire gars, après. le soir Le avant lendemain, d'aller il faut vous faire. coucher. Ouais, Ouais. Mais il faut faire la ouais, liste. oui. Tu fais la liste le soir et le lendemain, tu exécutes la liste. Non, c'est le truc le plus important. Ouais, je suis d'accord. C'est exactement ce que je fais aussi. Le soir, Bon, c'est parfait. avant d'aller Tu me vois, coucher, je suis on est comme ça dans aligné. mon tableau. Tac, tac, tac. Le matin, je me réveille, je bois mon café, je me dis, ah ouais, j'étais ambitieux hier soir quand même. Ouais, mais tant que tu as dépilé tes deux trois tâches les plus importantes, c'est bon. Tu peux te coucher tranquille. Exactement. Non, mais c'est bien, on voit qu'on a les mêmes Ouais, aspirations. c'est vrai. Est-ce que tu as un conseil pour les futurs expatriés, les gens voilà, qui vont vers d'autres endroits, qui turn up un peu leur vie comme tu l'as fait? Ouais, bah, soyez structurés avant votre départ et par contre, n'ayez pas froid aux yeux, quoi. Genre, Ouais, c'est écoutez-vous ce que vous voulez faire et de toute façon, la vie continue et il y a des gens qui vivent partout dans le monde, c'est qu'il y a forcément des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, mais c'est c'est pas comme si on allait vivre en Amazonie, quoi. Donc, faut se détendre. ouais, ouais, c'est clair. Il y a Internet partout. Par contre, Il y a si vous voulez internet venir à partout. Maurice, vous m'envoyez un message. Je vous conseille des gens, que ce soit pour l'immobilier, structuration d'entreprise, l'expatriation, le déménagement aussi. Parce qu'il y a la fibre, le gigabit. Donc là, on a 1 giga. Pour le coup, j'ai demandé à Ok, mon proprio de prendre l'abonnement, parce que là, c'est toujours pas le cas. Mais c'est éligible. Donc partout sur l'île. la piscine, le beau temps, la fibre. Oh, qu'est-ce que je fais, moi? Et la Fisca aussi. Ça, tu vois, je voulais pas y venir, mais c'est vrai que bon. Ouais. C'est un sujet aussi. Super. Oui, Mais c'est un sujet. yes. Bah écoute, je pense on est arrivé au bout, on n'est pas loin. Est-ce que tu aurais Yes. un, je sais pas, un dernier conseil, un laïus, quelque chose, que tu veux nous parler de quelque chose qui va se passer pour toi prochainement? Non, je pense que je vais juste faire plus de vlogging. Je vais essayer d'analyser un peu les différents types de contenus que je fais, qu'est-ce qui convertit mieux, qu'est-ce qui plaît le plus, pouvoir différencier un peu ce qui fait du reach de ce qui fait de la conversion. Je pense que ça va être mon goal des prochaines semaines. Donc je en ferai peut-être des vidéos aussi pour expliquer et documenter ça. Mais sinon, Carrément. voilà, je pense que je vais juste essayer de kiffer la vie, faire plus d'input, travailler moins. Bien raison. T'as vraiment Yes. bien raison. Super. Et
parce qu'on va pas oublier, il faut que tu me donnes une question à poser à la prochaine personne qui sera, je sais qui c'est. Attends, je peux te dire qui c'est. Sauf s'il me met un plan, ce serait con, mais normalement c'est Mohamed Alani. Moi, je dirais, du coup, quel est ton why? En gros, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qui te motive au quotidien à faire ce que tu fais? Et Ok, quelles et la suite de cette question, c'est: quelles sont les 3 choses les plus importantes que tu dois faire chaque jour pour atteindre ce why? Enfin, cet objectif. vous êtes plein de questions intéressantes, les gars. Euh, Trop bien. Bah, c'est noté. Je vais poser ça à Mohamed semaine prochaine. Enfin, bravo, Yes. bravo. Bah, Bah merci à toi. écoute, C'était cool l'échange. Désolé pour la coupure à cause du cyclone. Foutu cyclone. t'inquiète, c'était grave cool, c'était pas du tout saccadé, y a aucun problème. Donc non, c'était grave bien. Merci beaucoup, Johan. De toute façon, on va mettre en lien en description ta chaîne YouTube, ton LinkedIn, ton site web, ton iCloud aussi pour aller prendre des appels de conseils offerts avec Johan. Et les touristes, Yes. venez pas là. Pas de touristes là. Ah, je veux pas de gens pas motivés en fait. Pas de jambes à motiver. Ça fait perdre du temps. Bon, trop bien. Et donc, du coup, bah, écoute, on va te retrouver un peu sur YouTube, on va te retrouver sur LinkedIn. Et me concernant, bah, vous pouvez venir prendre un appel de conseil offert avec moi. Non plus pas de touristes. Surtout, n'hésitez pas. Il y a le lien en description. En fait, il y aura le lien pour les touristes qui vont aller chez moi. L'enfoiré Je, pour les touristes. je vais faire une flèche touriste. Là, pas de Chez touristes. Johan Les Warriors. et les pas touristes chez moi. On va faire ça. On va faire ça. Je pense que c'est une bonne idée. Non, tu mets dans ton iClose pas motivé ou oui, je suis pas motivé, du coup ça part chez moi. C'est ma direction. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez scaler votre boîte, si vous voulez scaler euh, votre infoprenariat, vos business, on est là pour ça. Faites-vous accompagner, ne restez pas bloqué dans des situations où vous n'avez pas de réussite, vous n'avez pas de résultat. On a master le truc avant vous, on est passé par là où vous étiez. Donc, n'hésitez pas, faites-vous accompagner, que ce soit par nous, que ce soit par d'autres personnes, on s'en fout. Mais restez pas bloqué, c'est important. C'est important. Euh, et puis voilà, et puis je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast. Ceux qui sont sur Spotify, que du love. Ceux qui sont sur YouTube, que du love. Mettez un like, un commentaire. C'était Build to Grind. On se voit tous les vendredis pour un nouvel épisode. Et puis à bientôt les gars. Salut les gars, merci, ciao ciao.